Vendredi 22 mars 2024, chers amateurs du monde agricole, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Hier, jeudi 21 mars 2024, le monde entier a célébré la 12e édition de la Journée internationale des forêts, des lieux refuges de la faune, mais aussi des sanctuaires spirituels. Dans cette édition, nous irons à la découverte de cet aspect spirituel. Et c'est déjà la période des mangues dans le septentrion, plus précisément à Parakou. Sa consommation excessive et un manque d'hygiène peuvent entraîner des problèmes de santé chez les enfants. Les détails à suivre. Et enfin, dans le dossier de ce jour, nous aborderons la question du stress lié au financement des femmes entrepreneuses à l'approche des paiements. Nous démarrons par la météo qui renseigne que ce week-end à Alada, dans le département de l'Atlantique, le ciel se dégagera. Les températures varieront entre 26 et 35 degrés Celsius au cours de la journée. La fiabilité de la situation est assez bonne. Le soleil se lèvera à 6h54 et se couchera à 19h02. La probabilité de pluie est de 37% en journée. Aujourd'hui, vendredi 22 mars, le Fonds national de développement agricole a effectué une visite de la zone industrielle de Glodjibé. Cette visite constitue une occasion de découvrir ce joyau de l'industrialisation du Bénin. Nous en parlerons davantage dans nos prochaines éditions. Le monde entier a célébré hier la 12e édition de la Journée internationale des forêts, des lieux qui sont non seulement des refuges pour la faune et la flore, mais aussi des sanctuaires spirituels où l'homme et la nature coexistent en harmonie. On y découvre également de nombreuses statues de divinités et de grandes variétés d'arbres. Les forêts sacrées au Bénin abritent plusieurs divinités autour desquelles s'organisent périodiquement de grandes cérémonies rituelles. Même si elles regorgent de plantes médicinales et que certains de ces arbres sont vénérés, ces forêts sacrées ne sont qu'accessibles aux initiés. Quand on dit forêt sacrée, le premier élément qu'il faut voir, c'est divinité qui est là. Il doit avoir une divinité. Le second aspect, à cause de la divinité, il a des réglementations traditionnelles. Les lieux sacrés et les arbres vénérés témoignent de l'histoire riche et fascinante de ces forêts. Mais il faudra les protéger des menaces auxquelles elles sont confrontées. Quand on dit sacré, c'est que c'est sacré autour d'une endogénéité. Et on respecte, et jusqu'à un passé récent, tout le monde respectait, en tout cas tout le monde respectait lorsqu'on dit c'est une forêt sacrée. Mais avec les religions, il faut le dire aussi, hein, avec la religion, lorsqu'on dit que c'est sacré, quelqu'un qui dit que lui est d'une religion ou d'une autre peut ne pas se reconnaître dans la divinité pour laquelle on a sacralisé la forêt. Et cette personne peut dire, ben, je ne me reconnais pas, et peut tenter de faire échec à ce mode de protection qui autrefois a existé jusque-là. Mais ils ont toujours leur façon de gérer ces genres de conflits pour que cela se passe au mieux. La gestion durable de ces espaces nécessite une approche équilibrée qui reconnaît à la fois leurs valeurs spirituelles et leur importance écologique. Il est également important de tenir compte des besoins et des aspirations des communautés locales. Demain, samedi 23 mars 2024, à Cotonou, va prendre fin l'atelier régional de validation du prototype du système d'alerte précoce multirisque, inondation, sécheresse, feux de végétation et conflits homme-faune du complexe W. Arli Pandjari, suivi d'une session de renforcement des capacités des unités de gestion de ce système, organisée conjointement par l'OSS et le groupement du bureau d'études BRLI. Cet événement réunit des représentants des agences de la météorologie nationale, des directions des ressources en eau, des agences de la protection civile et des ministères en charge de l'environnement des 3 pays concernés, à savoir le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Cet événement marque une étape cruciale dans l'engagement collectif des 3 pays pour renforcer la sécurité et la résilience face au changement climatique. Nous irons à présent dans le domaine de la santé à Parakou. Les mangues sont à l'honneur en cette saison.
un fruit très apprécié de tous. Cependant, une consommation excessive et des pratiques d'hygiène insuffisantes peuvent entraîner des problèmes de santé, notamment chez les enfants. Des parents partagent leurs expériences face à ce défi dans cet élément de Blondine Kege, Ronel Goudou et Baïcha Dicharé. C'est la saison des mangues, un fruit apprécié tant par les petits que par les grands. Cependant, sa consommation excessive et un manque d'hygiène peuvent entraîner des problèmes de santé chez les enfants. Certains parents partagent ici leurs expériences face à cette situation. D'abord, le jour-là, je n'étais pas à la maison. J'étais allée en ville pour quelques courses. Mais à mon retour, j'ai vu l'enfant coucher. Ça n'allait pas. J'ai posé la question. Et la plus grande me faisait comprendre que l'enfant a pris de la mangue. Donc, je n'ai plus cherché à savoir quel genre de mangue. J'ai ignoré. Mais ça avait pris autre envergure. Juste ça nous avait même amené à l'hôpital. On a fait des soins à l'hôpital. Dès que je vois l'apparition des mangues, je prends mes précautions parce que c'est moi-même qui j'achète des mangues de bonne qualité d'abord, amener à la maison. Avant de leur donner ça, je lave ça proprement. Je leur ai dit, si vous manger la mangue, de laver ça avant de manger. Et couper avec le couteau pour voir s'il n'y a pas les vers dedans. Pour éviter ces désagréments, il est essentiel d'adopter quelques pratiques, notamment pour prévenir la diarrhée qui est particulièrement fréquente chez les jeunes enfants. Voici quelques conseils pour profiter des bienfaits des mangues tout en évitant ces problèmes. Le fait de la consommer abusivement, c'est dangereux. Le fait de ne pas laver ça également, c'est très dangereux parce que ça expose à plusieurs maladies, celles qu'on appelle notamment les maladies du péril fécal. Donc ça peut entraîner ce qu'on appelle les salmonelloses, dont la fièvre typhoïde que tout le monde connaît. Ça peut entraîner d'autres maladies, d'autres infections digestives comme la shigellosis. Ça peut entraîner également ce qu'on appelle les parasitoses et il y en a beaucoup. Un des exemples, c'est l'une de ces maladies-là qui font que l'enfant, il va à l'école, mais il est obligé de se gratter tout le temps les fesses parce qu'il y a quelque chose qui le démange à cet endroit-là. Et l'autre chose qu'il faut savoir, et que je constate, c'est que beaucoup de gens, ils nettoient la mangue et ils n'enlèvent pas la peau, ils mangent la mangue avec la peau. Alors que la mangue est un bon aliment, mais sa peau n'est pas comestible. S'il est important de respecter les règles d'hygiène, il est également bénéfique pour les parents d'éduquer leurs enfants en leur interdisant de grimper au manguier. Cela les protège contre des fractures et des blessures. En agrobusiness, nous nous penchons dans cette production sur l'évolution des prix de certains produits de première nécessité. Vanessa Zonou, Béranger Robonto. Les prix des denrées de première nécessité sur les différents marchés semblent relativement stables avec une légère fluctuation ces dernières semaines. À noter que ceux du haricot, du maïs, du mil et plein d'autres spéculations ont connu une augmentation impactant les consommateurs qui utilisent ces sources de protéines végétales dans leur alimentation quotidienne. Nous avons plusieurs qualités de farine de manioc sur le marché. Il y en a qui sont à 14 000, d'autres à 13 000. Il y a une autre qualité qui se vend à 12 000. Les prix des patates douces varient en fonction de la grosseur individuelle de la patate. Les grosses valent entre 3 000 et 5 000 francs CFA, tandis que les petites se situent entre 1 000 francs et 2 000 francs CFA. Face à ces variations de prix, commerçants et consommateurs expriment leurs préoccupations. Certains soulignent la nécessité de trouver des solutions pour rendre ces denrées plus accessibles, tandis que d'autres s'inquiètent de l'impact de ces prix sur leur budget alimentaire. La hausse des prix nous pénalise beaucoup, nous les vendeuses de nourriture. Les denrées qu'on achetait à 500 francs sont passées à 600 francs CFA et cela agit énormément sur nous et nos clients. Certains ne viennent plus. Notre souhait désormais n'est plus de faire des bénéfices, mais de pouvoir vendre le peu qu'on a préparé. Ceux qui payaient 5 mesures de maïs prennent maintenant 2 mesures. Nous ne vendons plus comme avant et nos journées sont résumées aux lamentations. Nous avons actuellement assez de difficultés dans le pays.
Cette situation de la hausse du prix des produits de première nécessité devient de plus en plus compliquée pour nous. Même ceux qui sont dans les milieux reculés se plaignent. Il faut que le chef de l'État prenne en main la situation. Dans l'ensemble, les prix de ces denrées alimentaires sont soumis à diverses influences, telles que les conditions climatiques, l'offre et la demande sur le marché. Néanmoins, il est essentiel de trouver des moyens de les rendre plus accessibles aux consommateurs afin de garantir une alimentation équilibrée pour tous. À l'occasion de la 64e édition de la Journée météorologique mondiale, l'Agence nationale de la météorologie, également connue sous le nom de Météo Bénin, a organisé des journées portes ouvertes enrichissantes. Depuis hier, jeudi 21 mars, et jusqu'à aujourd'hui, le public a eu l'opportunité de faire de nombreuses découvertes intéressantes. Des présentations thématiques attrayantes et variées sont également prévues pour demain samedi 23 mars 2024. Dans le contexte béninois, les institutions de microfinance jouent un rôle essentiel en favorisant l'inclusion financière des femmes, les soutenant dans leurs projets. Cependant, il est observé que le processus de remboursement des prêts peut être source de stress pour les emprunteurs. Pour pallier à ce problème, l'ONG Sianson propose des stratégies visant à faciliter le remboursement de ces prêts. Le dossier du jour avec Blondine Kege, Ronel Koudou et Baïcha Dichari. Les microfinances représentent souvent une opportunité significative pour les femmes, en particulier dans les pays en développement. Elles offrent un accès à des services financiers essentiels tels que des prêts, des épargnes et des assurances qui peuvent aider les femmes à démarrer ou à développer leurs propres entreprises. Cependant, à l'approche du remboursement de leurs créances, un stress se fait ressentir. Le prêt que nous on a reçu, tu as 3 mois pour tourner avec l'argent. Maintenant, à partir du 4e mois, tu commences par faire le remboursement. À chaque mois, donc, si tu rates la date, à chaque mois, tu dois payer la pénalité. Il y a souvent un stress et tu te demandes comment tu vas faire pour t'en sortir. Ça m'est arrivé une fois parce qu'à un moment donné, s'il reste 4 jours, bien une semaine, et si on commençait par m'appeler, ils commencent par m'appeler. Parfois, il n'y a pas le marché. Surtout le temps où il n'y a pas le marché là. Tu sais qu'il reste une semaine, on commence par t'appeler pour te rappeler le jour. Bon, tu te demandes, est-ce que je peux arriver à payer? Est-ce que je n'arrivais pas à payer? Comment ça va se passer? Voilà que c'est pour la première fois. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il m'a amené là-bas? Mais que Dieu fasse que j'arrive à finir. Malgré la pression, je suis encore prête pour aller faire le prêt, pour continuer mon activité. Parce que je ne veux pas que ça s'arrête là. Ça m'aide à faire évoluer mon activité et aller de l'avant. C'est pourquoi je ne peux pas m'arrêter sans faire cela. Cette situation est justifiée par plusieurs causes. Nous avons rencontré le chef de service exploitation de l'institution financière Sianson Microfinance pour comprendre les stratégies mises en place par cette structure afin de faciliter le remboursement des crédits par les bénéficiaires. Par rapport au respect de l'engagement qu'on en rencontre, mais ce qu'il faut comprendre aussi par là, donc ça varie quand même d'une catégorie de clients à une autre, donc où les causes sont endogènes, c'est-à-dire que par rapport aux clients même, il y a des causes exogènes. Pour pallier à tout ça, Sianson Microfinance, dans cette stratégie, nous avons des séances de sensibilisation. Les thèmes que nous développons, il faudrait quand même qu'on puisse utiliser efficacement l'argent que nous avons. Il y a d'autres qui sont tellement heureux de nous voir à leur côté pour qu'on puisse quand même très tôt appréhender leurs difficultés et ensemble voir la solution. C'est qu'ils respectent leur engagement et qu'ils fassent un effort pour pouvoir réaliser l'objet du financement. Parce que quand on réalise réellement l'objet du financement, on s'en sort. C'est quand il y a le détournement d'objet du financement, c'est ça qui fait qu'on rencontre la plupart du temps le problème. Les microfinances peuvent également contribuer
à l'autonomisation des femmes en leur donnant un plus grand contrôle sur leurs finances et en améliorant leur statut social au sein de leur communauté. Toutefois, il importe de suivre les bénéficiaires avec des approches précises pour le remboursement des créances. Au plan international, le Tchad, deuxième producteur de coton en Afrique centrale après le Cameroun, a signé le 18 mars dernier une convention de financement de 16 milliards francs CFA au profit des cotonculteurs. Un acte effectué par Tahir Hamid Ngili, ministre des Finances du Tchad. Selon les informations relayées par le quotidien local Le Pays, l'accord a été paraphé par Coton Tchad, société nouvelle, entreprise détenant le monopole d'achat de coton graines et l'Union nationale des cotonculteurs. Ce montant devrait permettre de subventionner l'achat des coûts réduits d'intrants agricoles afin d'améliorer le rendement de la production. À Madagascar, la montée des prix mondiaux du cacao profite aux producteurs. Le cacao se vend actuellement à un prix supérieur à celui de la vanille en raison de la conjoncture mondiale favorable. Sur le marché international du cacao, des records de prix sont battus quotidiennement depuis un an, en partie en raison d'une baisse d'environ 10% de la production mondiale pour l'année 2024. Selon RFI, la fève brune se négocie maintenant à plus de $7 000 le tonne. Cette augmentation de prix affecte les producteurs différemment selon les pays. À Madagascar, les agriculteurs tirent leurs épingles du jeu, exportant environ 15 000 tonnes par an. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité et très bon week-end à tous.